Maintenant, écoutez, dans quelques secondes, si je ne me trompe pas, je regarde de mon œil acéré l'école de guerre économique, elle est en face de moi. Donc maintenant, on va parler de Sint. Et là, je ne vois pas mon intervenant. Il ne devrait pas tarder. En tout cas, petit rappel des heures et des dates là maintenant. Hein. On va avoir le rétex, le retour au Sint. Là, je pense qu'on va en avoir plein les yeux pendant une petite quarantaine de minutes. Donc profitez-en. Merci à toutes les questions qui ont été posées sur Twitch, d'ailleurs, à ce sujet. Il y en a pour une quarantaine de minutes. N'oubliez pas qu'à 16h30, c'est la remise des prix. Si j'ai bien compris, il doit y avoir encore de la correction en cours. On en parle dans quelques instants. J'ai invité notre invité. Bonjour le lapsus et en tout cas ce vocabulaire super riche après 2 jours d'animation. Merci beaucoup Damien. Je vous laisse la scène et puis bonne présentation. Et Artus qui me rejoint aussi. Donc bonjour à tous. On s'est recroisés, on a fait un petit tour dans les allées. Donc tout d'abord félicitations pour ce challenge. Donc c'est des retours qu'on a eu. En tout cas ça a l'air de vous avoir intéressé. L'idée, je vais mettre de l'autre côté, ce sera plus simple. L'idée c'est de vous faire donc une correction pour vous montrer, c'est pas pour faire comme un exercice bête et méchant, c'est tout simplement pour vous montrer ce qui était attendu, ce qui peut être attendu dans un cadre professionnel parce que c'est ça aussi l'idée. Et puis aussi vous montrer à côté de quoi vous êtes peut-être passé parce qu'on l'a vu en croisant les tableaux de flags que vous avez rendus et les analyses, parfois il y avait des flags qui étaient nommés mais qui n'ont pas été intégrés à l'analyse et donc c'est dommage parce qu'on manque un morceau. Donc on va commencer sur la correction, si on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît. Merci, c'est toujours très lumineux. Donc on va faire les différents éléments, je pense que sur la partie 3 vous devez reconnaître normalement certains noms. Il y en a peut-être qui vous échappent et à ce moment-là vous verrez ceux à côté de quoi vous êtes peut-être passé. Et puis après on va dérouler le reste donc, sur la slide suivante. Donc si on reprend déjà la base qui était l'énoncé, en fait l'énoncé était très riche en informations. Ce que l'on voit ici, c'est que il a été rapidement décortiqué. En fait, vous aviez donc en rouge, ce qui est encadré en rouge, c'était déjà vos pistes principales. Donc pour vos premières recherches, on voit qu'on a le nom d'une entreprise, donc SecureDS, qu'elle est européenne. Comme vous l'avez vu, le domaine était en .eu, donc vous avez aussi des informations là-dessus. Qu'il y a un État totalitaire et puis un système de surveillance. Donc déjà, vous avez pas mal de mots-clés pour attaquer vos recherches. D'autres choses qui étaient intéressantes à côté, donc c'est ceux qui sont encadrés en vert, c'est qu'il y a une histoire de contrat, comme vous le voyez le premier. Donc il y a potentiellement des documents à chercher. Donc par exemple, quand vous faites des Google Docs, vous pouvez chercher des documents PDF avec les autres mots-clés, donc avec SecureDS sur des fichiers de type PDF, etc. Des élections, donc ça peut vous orienter selon les résultats que vous trouvez. Et puis surtout, et là où plusieurs équipes sont un peu passées à côté, c'est le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe, la première phrase dit une chose qui est très claire d'ailleurs, hein, c'est qu'il y a de la concurrence. Et dans plusieurs rendus, à aucun moment il y a de concurrent qui apparaît. Donc déjà là il nous manque un morceau, quand ça a été monté comme ça. Donc là, vous voyez, ne serait-ce qu'en reprenant l'énoncé, c'est pour ça qu'on a insisté sur posez-vous, ne foncez pas tête baissée forcément dans quelque chose. Prenez de la hauteur et du recul et n'hésitez pas à le relire. Donc voilà, en gros, donc ça c'était l'énoncé que vous avez eu, c'était pour vous le décortiquer rapidement. On peut passer à la slide suivante s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça c'est la façon, bon c'est présentation rapide, mais la façon dont vous avez été évalué. Donc il y avait 40% qui étaient sur les flags, 60% qui étaient sur l'analyse, étant donné qu'on vous a bien précisé que l'analyse était vraiment ce qui comptait le plus. Et donc les différents points clés, en fait, c'est tous les acteurs qui constituaient le scénario et que l'on s'attendait à retrouver dans le bulletin de renseignement à la fin. Donc là, on va rentrer sur la slide suivante dans le vif du sujet. Artus, peut-être tu veux présenter la globalité ? Alors ici, c'est un résumé en fait de... Alors il n'y a pas tous les acteurs parce qu'on avait aussi créé pas mal d'acteurs un peu connexes. Mais en tout cas, ce sont les principaux acteurs qui constituent ce challenge. Et ça, c'est en fait les flèches que vous voyez, c'est le déroulé, puisqu'en fait chaque acteur permettait d'en débloquer un suivant. Alors parfois, il y avait des petits raccourcis aussi. Là, c'est un résumé synthétique. Donc l'idée, c'est qu'avec l'énoncé de départ que vous aviez, entreprise européenne, SecureDS, bon, l'idée, c'est de se dire peut-être qu'il y a un SecureDS.eu. Donc ça, c'est le premier point. À partir de là, vous tombez donc sur le site internet de l'entreprise.
sur son compte Twitter. Et vous pouviez également trouver dans le fichier upload plusieurs documents qui étaient sur le site, notamment un contrat avec un pays fictif qui s'appelle le Buchenstein. À partir du Twitter de SecureDS, ensuite vous pouviez rebondir sur le tweet d'un sénateur qui s'appelle Phil Conrad et qui d'ailleurs n'est plus sénateur désormais et donc qui évoque à un moment SecureDS dans un tweet. Et l'idée, c'est de se dire, on trouve un nouvel acteur, qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut regarder tous les éléments qui le concernent. Alors on avait dû poster une centaine de tweets. L'idée, c'était de les lire pour essayer de voir s'il n'y a pas des éléments intéressants. Et puis aussi de regarder peut-être ses mentions j'aime, les personnes qu'il suit et les personnes qui sont abonnées à son compte. Et en faisant ça, on pouvait tomber sur deux autres personnes, un autre sénateur, John Scott, et le compte Twitter d'un type qui s'appelle Ulrich N, et qui est le directeur d'une entreprise qui s'appelle Redshift Security, que vous voyez tout en bas à droite, et qui est en fait un concurrent direct de SecureDS. Vous pouviez également trouver la mention d'une ONG qui s'appelle Liberty and Democracy. À partir de cette ONG qui est américaine, vous pouvez trouver une autre ONG française qui, elle, s'appelle Boycottons les dictatures. Et à partir de ces éléments-là, vous pouviez également retomber sur les Snowden Awards, qui sont des prix parodiques décernés à des entreprises qui évoluent dans le secteur de la surveillance. Et à partir de ce blog-là, des Snowden Awards, vous pouviez tomber sur celui de Björg Hendrickson, qui en fait se cachait derrière le pseudonyme Biend. Donc ça, c'était la vue d'ensemble. Et maintenant, on va aller détailler une à une avec l'intégralité des flags qu'il y avait. Comme ça, ça vous donnera une meilleure idée de ce qu'il y a sur la slide suivante. Donc, on va commencer par le début. Donc, SecureDS, qui est notre entreprise de base. Donc, on avait, comme Artus le dit, donc, le site. On avait pas mal de choses que peu ont exploité. C'est la partie réseaux sociaux, notamment avec des comptes LinkedIn. Et même si vous n'aviez pas trouvé le site à la base, en tapant SecureDS sur les réseaux, vous serez tombé sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y avait plusieurs employés. Et notamment, l'un de ces employés avait fait une publication où il disait « on recrute » et il donnait le lien vers l'offre d'emploi qui est hébergée dans le répertoire /uploads où il y a, bon là, sur le grand écran, ça se voit un peu moins bien, mais vous l'avez, je pense, vous êtes tous tombés dessus. Donc il y avait ce répertoire avec l'offre d'emploi. Donc c'est comme ça que, du nom de l'entreprise, en cherchant sur les réseaux sociaux, en tombant sur les activités récentes d'un employé, on tombait sur le site, dans ce fameux répertoire. Et donc là, on arrivait tout de suite à débloquer le Buchenstein qui était le pays, étant donné que l'offre était dans le même répertoire. Il y avait un profil Viadeo aussi, bon, très bien. Profil Twitter, une chose à noter qui est intéressante, là, le but de tout ça, c'est de vous montrer quels sont, dans vos recherches en OSINT à l'avenir, les pivots possibles que vous avez. Là, un point à noter sur le Twitter, c'est que Redshift et SecureDS avaient la même description, ils avaient la même bio. Donc si vous dorquez tout simplement dans Google la bio entre parenthèses, entre quotes, entre guillemets, pardon, vous tombez tout de suite sur le profil de Redshift. Donc ça, c'était une des façons aussi de l'avoir. Vous verrez qu'il n'y avait aucun cul-de-sac dans le scénario, vous avez toujours plein de façons de retomber sur les choses. Il y a un pastebin, d'ailleurs, de mémoire, je crois qu'on l'a pas vu, on l'a vu dans aucun des rendus. Donc un pastebin qui contenait des échanges de mails entre les cadres de SecureDS. Savoir que, enfin vous le savez très bien je pense, mais les pastebins sont souvent utilisés dans des cas de doxing, etc. Donc on a pas mal d'infos sur ce type de service-là. Et il y avait donc on en revient à l'offre d'emploi qui a été aussi partagée sur Indeed, mais il y a pas mal de temps. L'idée était de tomber sur ce fameux répertoire. Il y en a beaucoup, on a insisté sur le fait que ne passez pas énormément de temps, si vous bloquez sur quelque chose, revenez-y après. On en a vu beaucoup qui se sont amusés à essayer de péter le zip. Alors premièrement, bon courage, parce que volontairement, on a mis, je sais plus, il doit y avoir 60-70 caractères complètement aléatoires, donc il aurait fallu un petit moment pour le faire, mais au-delà de ça, c'était pas intéressant. On a laissé les noms des fichiers en clair, c'était ça qui était le plus important. Le contenu, essayer de sortir le document, quand on a 8 heures pour faire un exercice, d'en passer 4 à péter un zip, je suis pas sûr que ça soit le plus pertinent. Et donc dedans, il y avait des vidéos avec des personnes russophones, il y avait un contrat avec Paul Leroux qui est un criminel. Si vous tapez Paul Leroux sur Wikipédia, je pense que vous l'avez fait pour ceux qui l'ont vu. Donc c'était juste pour être toujours dans ce contexte-là de criminalité, de bande organisée, de ces choses-là. Et donc ça, c'était les principales choses
qui avait donc là avec l'extrait du contrat avec le Buchenstein, qui mentionnait le nom, je pense que plus grand que ça, le nom de Klaus, c'était compliqué à le mettre, donc le nom du dictateur du Buchenstein, donc qui pouvait vous amener au pays derrière. Donc voilà, grosso modo sur SecureDS, les éléments qu'il y avait à trouver. Arthus, tu veux faire la suite sur... Alors, ensuite, on avait créé deux personnages de sénateurs américains, qui sont Phil Conrad et John Scott, qu'on verra ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à collecter sur Phil Conrad? Plusieurs choses. Donc, à partir de son compte Twitter, vous pouviez trouver son blog. Et sur son blog, vous pouvez trouver un peu le profil de Phil Conrad. Donc, vous allez apprendre un peu plus sur son passé. Vous voyez qu'il a travaillé au Department of Homeland Security. C'est une personne chevronnée, puisqu'il travaille là-bas depuis... il a travaillé là-bas à partir de 2002. Et ce qui était très intéressant surtout, c'est de lire ses tweets, puisque parmi tous ces tweets, il partageait l'article de Liberty and Democracy, donc ce qui permettait de rebondir sur un nouvel acteur. Mais ce qui était aussi extrêmement intéressant, c'était les archives de ces tweets. Parce qu'il se trouve que Phil Conrad, comme beaucoup de personnes, il lui arrive de sortir et de picoler. Et un soir, il a fait une soirée avec son ami qui est John Scott et son autre ami qui est le directeur de Redshift. Il l'a mentionné dans un tweet. Voilà, il explique qu'il fasse une très bonne soirée avec ses deux amis. Et le lendemain, il l'a supprimé en réalisant qu'il avait fait une bêtise. Sauf que, entre-temps, pas de bol pour lui, le compte Twitter avait été archivé. Et donc, on pouvait le retrouver comme ça. En plus, on n'avait pas été trop sadique sur les archives, puisque je crois qu'on n'en a fait que 2 du compte Twitter. Donc, c'était pas trop compliqué de tous les lire. Phil Conrad, on l'a ensuite fait un petit peu évoluer. Parce que là, ce que vous voyez, c'est son ancienne photo de profil. Désormais, il y a une photo de profil sur laquelle il fait mention d'Arnock Intel, qui est en fait l'entreprise qu'il a fondée après les élections sénatoriales, puisqu'il y en avait des élections en 2020. Il ne s'est pas représenté, il s'est reconverti dans le privé. Et si ensuite vous alliez sur le compte LinkedIn du CEO de Redshift, dans ses remerciements au moment de la publication des résultats, il remercie chaleureusement l'entreprise d'Arnock Intel. Et donc là, on comprend que le sénateur, maintenant, il travaille dans le privé et il travaille avec le concurrent de SecureDS. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, autre chose sur les sénateurs. Donc, il y avait le compte Twitter de John Scott qu'il fallait également analyser. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dessus? Plusieurs éléments. L'un d'eux, c'était le post du logo d'une fraternité universitaire. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est le logo qu'il y a ici. Et ça, encore une fois, c'est un logo qu'on retrouve sur le compte LinkedIn du CEO de Redshift. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, ils se connaissent depuis l'université. Et on avait aussi fait correspondre les années étudiantes du sénateur et du CEO de l'entreprise. Étant donné que dans le titre, il y a marqué que ça fait plus de 20 ans qu'il était dans cette fraternité, donc comme le dit Arthus, il y a le logo sur lequel vous pouvez faire du reverse, ça vous donne accès à l'université et on peut partir de là comme point de départ. Il y a la date aussi, donc en fait ça vous fait plein de petits morceaux d'informations qu'il faut lier les uns aux autres. C'est pour ça qu'on en parlera après, mais ceux qui ont fait des cartographies par exemple, des mind mapping pour lier les infos, se répartir le travail et tout, c'était une très bonne chose, mais on reviendra sur la méthode après. Et autre chose sur le blog, sur le Twitter pardon, de John Scott, donc on retrouve la proposition de loi qui vise à sanctionner les entreprises qui font commerce avec des États totalitaires. Donc en fait, c'est directement calibré sur ce que vient de faire SecureDS. Et on voit également qu'il était à Paris en août 2020. Et pendant son voyage à Paris, il a posté des photos, notamment la photo d'un dîner qu'il a passé avec une personne un peu mystérieuse. On voit juste sa montre. Et il se trouve qu'il a une montre soviétique qu'on reconnaît avec l'étoile rouge qu'il y a au-dessus du 12. Enfin, la place même du 12. Donc ça faisait plusieurs éléments. Là, on se dit, mais tiens, qui peut être la personne qui est derrière? Enfin, pourquoi est-ce qu'il est venu à Paris rencontrer quelqu'un? Et ça, il fallait aussi le mettre en rapport avec le calendrier, les révélations sur SecureDS et la proposition de loi qu'eux ils font.
cette montre, on pouvait la retrouver sur un autre site qu'on a créé pour l'événement, qui est celui de l'activiste. De l'activiste, merci, Biend, qui explique qu'il est fan de montres et qui a une page dédiée sur son blog aux montres qu'il possède. Et on voit qu'en fait, c'est un passionné de montres russes. Et on retrouve donc cette montre. À gauche, vous voyez le tweet, et à droite, c'est la photo issue de son blog. Donc l'idée là, au-delà de la collecte de flags basique, on en revient sur l'analyse. L'idée ici, c'est de se dire, bah, tiens, cette montre, j'ai déjà vue. Il y avait quelqu'un assis en face de lui, on ne sait pas qui c'est. Il se trouve que les deux correspondent bien. Donc potentiellement, ça fait un lien supplémentaire qui reste à qualifier, qui reste à vérifier derrière. Mais c'est tout l'agrégat de ces informations qui sont intéressants. Et le dernier point aussi, sur l'agenda. Ouais, le dernier point sur l'agenda. Comme vous connaissez sans doute un outil qui s'appelle Epieos, et qui est vachement cool quand on a une adresse Gmail, puisque ça vous indique les avis Google déposés par l'adresse Gmail, éventuellement ses photos et son agenda public, et son agenda quand il est public. Il se trouve que John Scott a fait la maladresse de mettre son agenda en public. Et donc, en essayant de deviner son adresse mail, alors dans la page de présentation sur son blog, il explique qu'il s'appelle John Elijah Scott. Donc, quand on fait de ce type de recherche, souvent on a un prénom, on essaie de deviner l'adresse mail, et on se dit pourquoi pas johnelijah.scott@gmail.com. En faisant ça, on tombe sur une photo de profil qui correspond exactement au sénateur qu'on avait, donc on sait qu'on est sur la bonne piste. Et derrière, en regardant son agenda Google, on s'aperçoit qu'il est public et qu'il avait un rendez-vous le soir où il a posté la photo Twitter avec l'activiste, où son nom est marqué noir sur blanc. Slide suivante. Donc sur Redshift, vous l'avez compris, il y en a plusieurs qui l'ont pas mentionné dans le rapport. Ce qui est dommage parce que c'est le concurrent principal, et on y reviendra à la fin. Alors c'est marrant parce qu'il y a aussi d'autres concurrents qui ont été trouvés, donc on a découvert des solutions de surveillance de masse qui existent vraiment, parce que tout cela était fictif forcément, donc c'était toujours marrant. Mais blague à part, donc sur Redshift, vous avez le site qui était présent, qui annonce la venue, et c'est là où sur le croisement d'informations c'est intéressant. Ça annonce la venue imminente d'un produit qui a l'air de coller un peu sur les fonctionnalités proposées sur celui de SecureDS. Donc on se dit, on a trouvé tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur SecureDS, la même bio Twitter. Donc, on se dit, il y en a un qui copie l'autre. Qui? On ne sait pas, mais il y en a un qui copie l'autre. Là, on est potentiellement sur le même produit. Eux jouent un peu plus la carte du coming soon, et on ne dévoile rien pour l'instant, mais ça va arriver. Donc on se dit, les autres existent. Donc potentiellement, c'est Redshift qui est le concurrent principal, qui peut avoir une rivalité particulière avec SecureDS. Donc là, on a rappelé donc la description Twitter. Il avait identifié donc sur son Twitter, on prend les flags aussi dans le sens inverse, le sénateur américain. Et puis donc on avait quelques informations, donc notamment sur LinkedIn, sur lui, sur des employés de l'entreprise. Il y avait un mail qui traînait dans le about, dans le à propos du profil LinkedIn. Donc c'était aussi l'objectif des téléphones qu'on vous a prêtés pour activer les comptes sur les réseaux sociaux. Parce qu'autant Twitter, Facebook, ça passe souvent, LinkedIn, on peut être limité. Donc s'il y avait besoin d'un compte, c'est pour ça que vous aviez tout ça pour être libre de faire toutes vos recherches comme il fallait. Donc Redshift, voilà en gros les infos qu'il y avait à trouver. C'était pas celui sur lequel il y avait le plus à flaguer, si on peut l'appeler comme ça. En revanche, c'était celui qui était le plus critique à comprendre pour avoir l'intégralité du scénario. Et on le détaillera à la fin. On peut passer à la slide suivante. Donc sur l'activiste, en fait, on a donc il y a deux personnes. Il y a Björg et Biend, donc qui semblent être deux personnes, un activiste et l'autre une personne un peu défenseur de la privacy en ligne, etc. Qui sont en fait les deux mêmes personnes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là sur Biend, donc on découvre un ancien lanceur d'alerte, fondateur des Snowden Awards, qui a publié des articles sur la surveillance de masse et qui a révélé notamment, qui a cité le contrat entre SecureDS et le Buchenstein. Björg, il a aussi Biend, pardon. Il a un Telegram, donc que vous pouvez trouver donc avec tous les outils
que vous avez, que ce soit du Maigret, du Sherlock, enfin tous les du What's My Name, etc. Donc tous les outils pour trouver des noms d'utilisateurs sur des services. Et un profil vContact aussi, sur lequel il a notamment relayé l'article. Là, toujours la même logique. Si vous n'aviez pas le site et que vous passez par les réseaux sociaux, vous trouvez l'article, donc vous trouvez le site, et sinon vice-versa. Donc en fait, c'est en ça qu'il n'y avait pas de cul-de-sac dans le scénario, c'est que vous avez toujours une façon de rebondir sur l'information et d'arriver sur la suite. Donc ça, c'était les publications de son blog. On voit que donc il y a l'article avec un joli montage magnifique que je pense que vous avez tous apprécié, qui est donc l'article qui révèle le contrat entre le pays fictif et SecureDS, et puis d'autres articles sur la privacy, etc. On peut passer à la slide suivante. Et donc là, maintenant, on arrive sur Björg, qui est en réalité la même personne, sauf que là, on est sur une vraie identité. Donc, il y a deux blogs, un médium et un blog perso. Il y a sa petite description. Donc, c'est un papa, professeur dans diverses universités en Europe sur les sujets liés à l'écologie, la privacy, etc. Il est parfois un peu incisif dans ses propos, mais bon, ça va. Il est passionné de montres et de Rubik's Cube. Très bien. Donc ça, c'est son blog que vous voyez ici. Les articles qu'il a publiés sur tout ce qui est lié à l'environnement et à l'écologie. Et puis il y avait donc un onglet, pardon, c'est ici. Vous avez passionné de montres depuis plus de 10 ans. Et là, quand vous cliquez ici, vous arriviez sur la page où il y avait sa collection de montres et celle dont parlait Artus tout à l'heure, la montre soviétique, qui était présente dedans. Il y avait quelques autres choses intéressantes dessus, au-delà de lister tous les profils qu'il avait et qu'il n'avait pas. Il est membre d'une ONG, oui, qui est Against Global Surveillance. Et il y avait quelque chose qui était intéressant, qui n'a pas été exploité aussi, donc ça fait partie des petites techniques que vous pouvez utiliser, c'est le Google UA. Donc le Google UA, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est votre identifiant Google Analytics. Et comme vous allez pouvoir taper sur une IP tous les DNS, tous les DNS qui retombent sur un serveur, vous pouvez aller voir avec le Google UA, donc tous les sites qui ont un plugin Google Analytics qui sont liés au même compte Google de base. Donc en cherchant, on voit que en fait, le Google UA de son blog était le même que celui des Snowden Awards, ce qui permettait déjà ici de faire le lien entre son faux profil d'activiste, sa fausse identité et sa vraie identité, parce qu'on voit que c'est forcément les deux mêmes personnes vu que c'est lié au même compte Google. Donc ça, c'était intéressant. Et puis on peut passer à la slide suivante. Tu veux faire les... Je t'en prie. Donc je vous parlais tout à l'heure des Snowden Awards. Donc il y avait un blog dédié, snowdenawards.fr je crois, .org. Donc le premier prix dédié à la vidéosurveillance, c'est le site de l'activiste. Et voilà, d'ailleurs, il y a une petite erreur, c'est à la surveillance de masse plutôt que la vidéosurveillance. Mais... Voilà, donc comme le dit Jérôme, c'est le même Google UA que sur le WordPress, donc ça fait le lien entre les deux. Il y a également un truc qu'on avait essayé de mettre en place, mais on n'a pas eu le temps finalement de se faire crawler par Google. C'était de changer merde, pas les CGV, les... J'ai oublié le mot m'échappe aussi. Les mentions légales. Les mentions légales. Parce qu'on s'est aperçu dans d'autres missions qu'il était fréquent que des sociétés ne mettent pas leur mention légale en toutes lettres, mais elles fassent une copie d'écran d'une image, et qu'elles insèrent une image, comme ça on ne peut pas taper le nom de la société et retomber là-dessus. Donc on a voulu faire pareil avec Björg, mais en fait on n'a pas eu le temps de faire recrawler la page. C'est tombé à l'eau, mais on voulait l'épargner. Il y avait autre chose aussi, c'est sur la privacy policy, donc on a mis le lien, c'est sur le 4e point. Il a fait une confusion en fait, et il a signé donc le blog qui est censé être fait par l'activiste, donc par Biend, est signé du nom de Björg, et l'idée derrière c'est que défaut de personnalité, il alterne toujours entre sa vraie et sa fausse identité. Il s'est trompé sur un site où il avait à mettre sa fausse, il a mis sa vraie, donc pareil ça permettait de se dire, si vous n'avez pas trouvé le Google UA, de se dire mais attends, il a le même nom aux deux endroits, comment ça se fait, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Et après en creusant le reste, c'est là où on trouvait des éléments probants. Ouais, et on avait aussi mentionné un numéro de vol. Alors là en fait, pour le coup on peut planter, mais ça marchait il y a quelques mois quand on avait fait le challenge, et en fait il n'y a pas d'archives qui vont aussi loin de Flight Radar, donc celui-là ça tombait un peu à l'eau.
Et le Google UA, vous voyez, vous le retrouvez ici parce que soit sur des sites WordPress, etc., vous avez les plugins, soit je ne vais pas vous l'apprendre, vous l'avez dans le header. Mais pour ceux qui n'en ont jamais vu, là, à quoi ça ressemble. Et puis on peut passer... ah non, petite précision, ce dont parlait Artus, alors sur le grand écran, ça se voit pas très bien parce que la qualité n'est pas folle, mais c'est ici où il y avait dans les mentions légales le fait qu'il ait mis son nom en image et pas en texte. Et comme il disait, c'est beaucoup utilisé sur des sites de scam. Parce que du coup, la personne légalement parlant, elle est tranquille, son site est bien déclaré comme il faut. Mais derrière, il ne peut pas être crawlé, référencé, faire le lien justement sur son nom et tous les sites de scam. Bon bref. Et on peut passer à la slide suivante. Alors, la slide suivante, c'est donc l'ONG américaine qui s'appelle Liberty and Democracy. Donc, il y avait un super site WordPress avec des articles de grande qualité dessus. Et notamment des articles qui dénonçaient la vente de matériel de surveillance par SecureDS au Bookenstein. Donc en fait, c'est par cette ONG qu'arrive le scandale, puisque c'est eux qui ont réussi à médiatiser. Non, pardon, c'est pas eux qui ont médiatisé, c'est bien, mais c'est eux qui étaient les premiers à en parler. Si on fait la chronologie, c'est eux les premiers qui parlaient de la vente de matériel de surveillance, sauf que ça n'intéressait pas grand monde au début. Ils avaient tenté de lancer une pétition qui n'a pas marché, que vous pouvez voir ici. Et on avait aussi un pivot intéressant qui était sur l'adresse de contact, donc l'adresse de cette fameuse ONG. Et en fait, si vous cherchez tout simplement l'adresse, vous tombez sur d'autres entités qui sont hébergées et qui sont à cette adresse-là réellement. Et donc vous aviez, pour le coup, ça c'est une vraie association, c'est à la droite, Foundation for Defense of Democracies. Donc ça c'est une vraie asso. C'était marrant parce que c'est dans le même sujet, donc c'est pour ça que cette adresse a été choisie. Encore une fois, l'idée là, c'était de vous montrer tous les pivots que vous avez sur l'information quand vous cherchez au fur et à mesure. Donc je pense qu'on peut passer à celle d'après. Donc il y avait une autre ONG, je ne sais pas si beaucoup de groupes l'ont trouvé, qui est en fait le pendant français de Liberty and Democracy, qui s'appelle Boycottons les dictatures. Et en fait, ce site, il nous servait à deux choses. C'était de dupliquer certains articles pour les avoir en français, comme ça on pouvait lancer des recherches quand même dans les deux langues, et aussi de créer du contenu original. Et ce qu'il y avait notamment d'original sur Boycottons les dictatures, c'était deux interviews, dont une interview alors il y a une première interview de Biend, et encore une fois ce qui est intéressant c'est qu'il est fait mention du passage de Biend à Paris, et c'est pour ça qu'ils ont réalisé cette interview. Donc là on comprend, tiens, l'activiste était à Paris, le sénateur américain était à Paris au même moment puisqu'il a posté des photos de la Tour Eiffel sur son compte Twitter, donc vous pouvez aussi avoir un petit lien par rapport à ça. Et la deuxième chose intéressante, c'est une autre interview du fondateur de Liberty and Democracy, de Boycottons les dictatures. Et dedans, il y a une question qui lui est posée sur une éventuelle instrumentalisation. Et on a fait exprès de faire une réponse assez longue et très vague pour montrer que la personne est gênée. Et en fait, c'est la question qu'on voit juste ici en bas. Donc voilà, on voulait montrer qu'il y avait une potentielle... Enfin, on a tellement insisté sur la gêne du directeur qu'on voulait instiller l'idée qu'il y avait pu avoir une manipulation dans le cas de SecureDS. Et sur les subventions aussi, qui permettaient de lier Liberty and Democracy et Boycottons les dictatures, étant donné que c'est ceux qui les ont financés principalement, les capitaux de l'ONG. Ouais, et l'idée... On va attendre 10 secondes. Ouais, et l'idée en faisant ce genre de choses aussi sur les financements, c'est qu'un des premiers réflexes à avoir quand on travaille sur une association, c'est de regarder qui la finance, qui est derrière, donc regarder les mentions légales, regarder les équipes et regarder si on peut retrouver qui les subventionne. On peut passer à la suivante. Sur le Bookenstein, donc vous l'avez compris, pays fictif avec un magnifique montage de la signature du dictateur avec notre cher président. Donc il y avait plusieurs choses, il y avait quelques adresses mail à flaguer, vous les avez sur le site
du Bookenstein, donc le contact du ministère des Affaires étrangères, toutes ces choses-là. Il y a une page Wikipédia, alors je pense que beaucoup ont dû rigoler pour ceux qui ont fouillé. Pour la petite histoire marrante, la page Wikipédia, quand on l'a créée, alors la communauté de Wikipédiens, je ne sais pas comment on les appelle, excusez-moi si j'écorche le vocabulaire, mais la page s'est fait striker en 20 secondes. C'est-à-dire qu'on a créé la page avec tout le beau contenu, et tout ce qui va bien, et donc la page s'est fait striker en 20 secondes, et il y a eu un grand débat, parce qu'on a précisé que c'était dans le cadre d'un exercice, que c'était fictif, machin, bon bref. Et donc il y a eu un grand débat entre les diverses personnes de la communauté sur Wikipédia, qui disaient qu'il fallait faire très attention, parce que c'était un exercice qu'on allait peut-être revenir par ailleurs. Donc bref, c'était assez marrant à lire, mais au-delà de ça, la page a été archivée, donc vous pouviez soit la trouver par les archives, soit par justement cette fameuse discussion entre les utilisateurs de Wikipédia sur la suppression de la page. Donc on découvre l'histoire du pays, etc. Bon, ça c'est du texte, ça prend du temps à lire, mais rien d'intéressant, particulièrement sur notre scénario, du fait que ça soit une dictature, etc. Juste, vous pouvez consulter la page si vous voulez sur archive.org, parce qu'on avait quand même pensé à faire une archive de la page Wikipédia du Bookenstein. Voilà. Et on peut passer à la slide suivante. Donc, on a vu les personnages, enfin les protagonistes de notre scénario. Là, l'idée, ça c'est juste de la représentation, mais l'idée c'était de passer un peu de votre liste de flags, qui est représentée là par une cartographie, à un bulletin de renseignement. Donc en gros là vous avez un peu basé sur votre fichier Excel, vous pouviez commencer à organiser ce qui a été fait par plein d'équipes et mis en annexe, et c'est super d'ailleurs. Personnellement je trouve que c'est un très bon réflexe. Et puis on a aussi dans le jury on avait une personne de la DRM qui est avec nous, étant donné qu'on organise le challenge ensemble, qui a appuyé ces propos là. Donc voilà, l'idée c'est comment on a un nuage d'informations, on a plein d'infos partout, on a plein de petits éléments. Comment on les lit, comment est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est là où ça commençait à devenir vraiment intéressant. Donc voilà, donc là c'était surtout de passer de la carto au bulletin. Et on peut passer à la slide suivante. Et donc là on a en gros ce qui aurait pu être rendu, donc ça fait moins de 2 pages, mais là je vous laisse le lire, je vous laisse quelques instants. De toute façon les slides on vous les enverra pour que vous puissiez revoir certains éléments si vous voulez, tous les liens sont cliquables, etc. Mais là, vous avez le scénario global de tout ce qui s'est passé. Arthur, si tu veux le commenter, je t'en prie. Non, pour être bref, les points clés sont là. Donc, c'était de comprendre qu'il y a effectivement une déstabilisation de SecureDS par ses concurrents, parce qu'on a la rencontre entre les 2 sénateurs qui vont promulguer une loi qui va embarrasser SecureDS, et également la publication du contrat, qui n'est pas anodine, puisqu'en fait le vrai scandale vient de là, si vous voulez. C'est la publication du contrat. On a une preuve formelle qu'une entreprise privée aide un État totalitaire à se renforcer et à surveiller sa population. Donc dans ce scénario, on a essayé de mettre un petit peu tous les éléments. Donc on a les idiots utiles qui croient vraiment dans ce qu'ils font, mais qui finalement ne font que relayer l'information que quelqu'un d'autre veut faire passer, mais sans dire que c'est lui qui l'a fait passer. Donc ça, ce sont nos ONG, qui n'ont pas tort sur le fond, mais qui en fait sont quand même manipulés. On a l'activiste qui joue un double jeu, et l'histoire parallèle des 2 sénateurs qui vont promulguer une loi qui va être assez populaire, et le petit côté vicieux à la fin où l'un des sénateurs choisit de ne pas se représenter aux élections sénatoriales en 2020 et de plutôt fonder sa boîte dans le privé, enfin créer sa boîte et travailler avec Redshift, qui l'a bien aidé avec sa loi et en participant au scandale autour de son principal concurrent. Donc vous aurez l'occasion de le relire, je pense que vous avez jeté un petit coup d'œil, donc j'espère en tout cas que ça vous donne plus d'éléments. On peut passer à la slide suivante qui, si je ne dis pas de bêtises, est la dernière ou l'avant-dernière, qui va synthétiser, si on peut passer la slide s'il vous plaît, qui va synthétiser donc tous les outils, enfin surtout les techniques, les méthodes qu'il y avait, donc c'est bien ça, pour trouver de l'information sur ce challenge. Donc le but, au-delà du challenge qui est très cool, d'avoir fait un scénario, de toutes ces choses-là, c'était aussi de tester vos compétences et vos connaissances.
Le fait de le faire en équipe, c'est d'échanger entre vous et j'espère en tout cas que vous avez pas mal échangé pour savoir comment l'autre a fait, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Donc faire un échange de bons procédés sur découvrir des nouveaux outils, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de penser. Donc ça c'est intéressant aussi. Et puis, donc là, rien de fou comparé à une situation réelle, étant donné qu'on est un petit peu en conditions réelles, mais avec un scénario qui est faux. Et donc on a l'ensemble des méthodes qui pouvaient être utilisées. Donc vous avez Louise pour savoir quand le site a été créé, par qui, si c'est pas anonymisé dessus. Le Google Agenda, donc sur le sénateur, Arthus en parlait tout à l'heure, qui était ouvert et consultable. Ça arrive parfois, alors ça arrive moins souvent que certaines autres choses, c'est une source d'information qui est moins souvent disponible, mais quand ça l'est, vous avez l'intégralité des infos sur la personne. Les articles, il y avait pas mal d'articles qui avaient été publiés. La difficulté dans les articles, c'était qu'il y avait des petits morceaux d'informations qui étaient dissimulés dedans. Alors parfois on lit des articles de 3 pages où il n'y a aucun intérêt, et c'est juste, ça fait perdre du temps. Et puis parfois, on est obligé de les lire quand même parce qu'il y a un petit morceau qui en fait est assez décisif et qui nous fait basculer sur autre chose. Les dossiers non protégés sur tout type d'hébergement, donc tout type de dossier ouvert. On l'avait avec le /upload sur SecureDS. Les réseaux sociaux qui ont été pas mal exploités. Peut-être certaines équipes auraient dû se pousser un peu plus notamment sur LinkedIn. C'est ça qui est là où vous aviez des informations intéressantes. Donc tous les réseaux sociaux, on a fait le choix de ne pas utiliser Facebook plus que ça, mais à la place on a eu vContact pour la partie russophone, etc. Le reverse image, donc le fait de chercher à partir des images de la fraternité, des divers logos des entreprises, etc. Ou alors des têtes des personnes. Où est-ce que vous retrouviez cette image ailleurs? Le site d'archives, donc type archive.org pour le Wikipédia, pour les tweets aussi qui ont été supprimés. Le Google Analytics avec le Google UA, donc qui permet de retrouver les autres sites comme je l'expliquais tout à l'heure, qui ont été où Google Analytics est installé dessus et qui appartiennent à la même personne au fond, enfin en tout cas au même compte Google. Flight Radar donc pour les vols, le Pacebin, j'en parlais tout à l'heure. Les sites de notation, tout ce qui est lié au financier, et puis l'historique des hébergements. Avant de Il y a autre chose. Il y a juste un petit commentaire avant de te laisser la parole sur les domaines. Parce que quand on a construit le scénario, on s'est dit bon forcément on va filtrer, enfin les personnes vont filtrer dans les résultats et afficher que ce qui a été créé sur la dernière année. Parce qu'il ne va pas y avoir des choses d'antérieur étant donné que l'exercice a été créé de toutes pièces, donc forcément récent, on n'a pas fait ça il y a 10 ans. Mais c'est là où, si certains l'ont fait en tout cas, vous avez dû manquer des infos. Parce que par exemple, il y a des sites, il y a des domaines qui ont été rachetés, donc qui étaient déjà existants, qui avaient une antériorité, et qui ont été rachetés, et où on a publié tout simplement un contenu différent. Donc il y avait des choses qui ont été aussi antidatées. Donc en fait, le critère de la date n'était pas un bon critère pour le coup. Donc ça fait partie aussi un peu de ce qu'on retrouve dans la réalité. Ouais, juste une anecdote sur les sites de notation. Quand on avait publié l'offre d'emploi, elle avait été dupliquée sur Indeed. Et donc des personnes ont répondu à l'offre d'emploi. Ils n'ont jamais eu de réponse parce qu'on ne suivait pas forcément tous les mails des fausses entreprises qu'on avait créées. Et donc on a une note et un commentaire assez acerbe sur Indeed. Alors je ne sais pas s'il a été supprimé depuis. Mais voilà, c'était marrant. Je ne sais plus si c'était sur Indeed ou Glassdoor, quelque chose comme ça, mais un site de notation d'emploi où on l'a découvert en fait quand on a rejoué le chal, que des gens avaient vraiment postulé. Et en plus, il y avait une offre alléchante. Alors c'était dommage, on les comprend qu'ils soient furieux. Mais donc on a créé une entreprise scandaleuse qui a révolutionné tout le monde parce qu'on ne répond pas et on est des très mauvais directeurs des ressources humaines. Bon bref. Je crois que c'était la dernière slide, si on peut passer à la suivante, mais normalement c'est tout bon. Et félicitations à tous, bravo, j'espère que ça vous a plu. Et on donnera les classements tout à l'heure. Merci beaucoup. On donnera les classements tout à l'heure. Il y a eu de très beaux rendus, honnêtement. Ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'il y a eu des très beaux rendus, même dans les équipes étudiantes. Là où, à côté, vous vous fritez quand même à des pros. Et on voit que parfois les étudiants sont meilleurs que les pros. Donc il y a de la compétition. Il y a des belles choses à faire. Donc, ça a été très serré entre les deux premiers.
Ouais, c'est très compliqué le choix, mais bon, vous verrez. En tout cas, le but c'était que vous amusiez, que vous partagiez. Donc cet exercice, il a été monté donc, par l'école de guerre économique, donc avec plusieurs personnes. Donc il y a Artus qui est avec moi sur scène, Julien que vous avez vu hier, puis plein d'autres personnes, Alia, Olivier, etc., qui ont largement contribué à ça. Et également ceux qui nous avaient aidés sur la première version, parce que là c'est une version encore un petit peu améliorée. Donc il y avait aussi Béatrice qui nous a bien aidé. Béatrice, toutes les personnes donc, qui nous ont aidés à construire ça. Et puis on remercie très fortement aussi la DRM avec qui on a construit cet exercice. D'ailleurs, on va laisser la place donc, à la DRM pour un petit plus qu'un commentaire de fin, étant donné qu'ils ont été très moteurs de cet exercice. Donc j'espère que ça vous a permis de toucher un peu plus du doigt ce qui peut être fait dans des métiers de renseignement, dans de la collecte d'informations, dans ces choses-là. Et puis pour ceux, on fait aussi un clin d'œil parce qu'ils faisaient partie de l'équipe et il y en a plein qui sont là. Un petit bonjour à la communauté OSINTFR, on les voit de loin. Donc Nablis qui était dans l'orga, Huge aussi, de ce challenge. Et pour ceux qui veulent et qui s'intéressent à l'OSINT, je pense que vous êtes déjà tous sur le Discord d'OSINTFR. Mais pour ceux qui n'y sont pas, allez-y, c'est une très bonne ressource d'information, bonne communauté. On s'amuse bien, donc je laisse la place à mon général. Merci, bravo pour ce magnifique challenge. Donc moi je suis un général au sein de la direction du renseignement militaire, qui est l'un des 6 services de renseignement qu'on appelle du premier cercle dans notre pays, avec la DGSE, la DGSI, pardon. Oui, ok, je suis aux ordres. Profites-en. Hein. Bon voilà, donc, dans notre pays, on a 6 services de renseignement. Donc la DGSE, la DGSI, la direction du renseignement militaire, après la DRSD qui s'occupe de la protection des sécurités des institutions de défense et des entreprises de défense. Et puis on a Tracfin et les douanes. Voilà, bon. Et donc ces services du premier cercle, il faut savoir qu'ils sont sous l'égide d'un coordinateur national qui travaille pour l'Élysée. Et elles ont, dans le cadre des lois renseignement, un certain nombre de prérogatives qui respectent à la fois notre cadre légal et qui permettent des choses qui sont très contrôlées parce qu'on est dans un état de droit et ça doit rester comme ça, mais qui permettent aussi de s'adapter à nos menaces, à nos adversaires, comme l'a dit hier Madame la Ministre lors de son topo. Alors bravo encore une fois à l'EGE hein, qui a fabriqué ce scénario de façon totalement remarquable. Hein. Nous on connaît un peu quand même ces sujets et je peux vous dire que c'est un magnifique scénario qui a été distillé au fur et à mesure, comme vous avez pu le comprendre, depuis je crois 1 année. Et vous avez été mis un peu à l'exercice sur des choses que nous faisons nous au quotidien. Alors dans la partie renseignement militaire, nos adversaires, nos menaces, c'est évidemment d'une part les menaces étatiques, et vous aviez un cas dans votre scénario. Et puis nous avons bien sûr l'appui aux opérations. Nous avons les menaces asymétriques, les terroristes. Et tous ces gens-là, ils ont des vies numériques. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver à condition de savoir faire, de savoir traiter les informations de masse. Et donc d'avoir un peu l'esprit d'enquêteur que vous avez eu pendant 24 heures. Même si pour certains, j'ai compris que vous n'avez même pas pris le temps de dormir et je vous en félicite. Ça montre que vous étiez complètement passionné par le scénario. Et nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est passionnant parce qu'on n'est pas sur du fictif. On n'est pas en train de servir des intérêts, et même si c'est très bien aussi, économiques. On sert notre pays, on sert la défense de nos intérêts, on sert la défense de vos intérêts. Et à ce titre-là, de savoir que nos productions sont lues par les plus hautes autorités pour prendre des décisions souveraines, nationales, eh bien c'est en soi déjà fascinant pour nos personnels. Alors, bien sûr, vous avez vu, parce que j'ai bien compris qu'il y avait des gens très costauds parmi vous, et tant mieux, on s'en félicite, on le savait d'ailleurs. Hein. Vous avez vu bien sûr que ça restait un scénario. Nous, on n'est pas dans le scénario. Dans la vraie vie, on a ces menaces-là, on a ces ONG, on a ces idiots utiles, on a ces gens qui font tous des erreurs aussi. Il y a des États très numérisés avec une hygiène numérique parfaite, quasiment parfaite. Et c'est ceux-là qui souvent nous posent le plus de difficultés, mais elle n'est jamais parfaite. Et puis on a des gens qui ne savent pas que dans le web, on peut faire beaucoup de choses. Chez nous, à la direction du renseignement militaire, on a un centre de recherche spécialisé, donc il sera avec moi tout à l'heure quand on remettra les prix. Et je dirais qu'il fait dans le bas du spectre ce qu'on appelle l'investigation sur support numérique. Je vois un camarade de la gendarmerie. Ce que peuvent faire des gendarmes dans le domaine des scènes de crime. Nous, on fait pareil en récupérant tous les supports numériques sur les théâtres d'opération
qui peuvent avoir été détruits, abîmés, parce que dans l'action contre les terroristes, ça leur arrive de prendre des bombes, ça leur arrive de prendre des balles, ça leur arrive d'être dans l'incendie, ça leur arrive de reprendre un véhicule sur leur support numérique. Et donc à ce titre-là, on va récupérer derrière, et vous avez suivi l'actualité l'année dernière, et nous avons, les armées françaises ont contribué à la neutralisation de djihadistes au Sahel. Et lorsqu'on neutralise un djihadiste, il est comme vous et moi, il a une vie numérique, et on récupère plein de choses. On récupère des téléphones, on récupère des supports USB, des médias. On récupère aussi des téléphones que pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais connus. Parce qu'ils savent qu'ils sont potentiellement suivis et que, eh bien, ils prennent des vieux téléphones où on a les touches ABC pour faire un A, on appuie une fois, vous ne connaissez même plus ça. Mais parce qu'eux, ils savent que ça, c'est compliqué à décrypter pour des gens qui sont comme vous et nous, aussi projetés dans l'avenir et avec les smartphones. Donc ils ont plein de moyens différents, ils ont des clés USB, tout ça, ça parle. Ça parle plus ou moins naturellement. Quand le matériel est très abîmé, évidemment, ça ne parle pas toujours, mais nous, on a des spécialistes. Moi, j'estime que c'est des artistes, c'est des doigts d'or. Et on a, vous verrez au stand de l'ADRM juste derrière vous, vous verrez des exemples de supports médias qui ont pris des bombes ou des balles et qu'on arrive à faire parler sur les théâtres d'opération, voire dans un laboratoire qu'on a chez nous, dans une base aérienne qui est proche de Chantilly et de Senlis, dans l'Oise, au nord de Paris. Et donc ça, c'est le métier, je dirais, qu'on comprend vite pour le renseignement militaire, mais il y a un autre métier, celui que vous avez exercé un peu pendant 24 heures, qui est celui d'aller trouver des failles, des traces, qui nous permettent donc ce que vous avez appelé, vous, les flags. Mais chasser des flags et des cailloux, c'est comme dans la course d'orientation, je ne sais pas si vous en faites un peu. Parfois, la course d'orientation, il y a plein de balises, mais le but, ce n'est pas de faire toutes les balises, c'est d'être à l'heure et de donner le renseignement donné à l'arrivée, à l'heure précise. Et donc, ce qu'on attendait de vous, c'était, en ayant essayé d'attraper le maximum d'informations, de nous produire, c'est ce que vous aviez dans le dernier briefing, là, la production renseignement, ce qu'on appelle un bulletin de renseignement, qui donne l'analyse. Et je pense que parmi vous, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plein d'options. Il y avait plein de cas de figure possibles. Les différents acteurs qui ont été cités, là, ils peuvent parfaitement eux-mêmes avoir été manipulés. On a des adversaires qui sont très solides dans le monde numérique eux-mêmes. Et vous pouvez conclure, vous pouvez croire que c'est une concurrence d'une boîte américaine, mais vous pouvez aussi imaginer qu'il y a dans l'état puissance dont on parlait, l'état fictif, eux-mêmes des gens suffisamment forts pour avoir créé tous les indices pour que nous concluions quelque chose d'erroné. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une logique d'enquête, et c'est ça qui est très intéressant. Donc nous essayons de vous montrer ça. On a, comme le disait la ministre hier, évidemment, c'est pas demain que s'arrêtera le défi du cyber pour les armées, et en particulier dans le monde du renseignement et celui du renseignement militaire. On a besoin de tous les talents, de gens comme vous qui sont pour certains très geeks, très techno, des connaissances sur les réseaux, sur les supports numériques. On a besoin aussi de personnes qui savent mettre en perspective ce qu'ils ont trouvé dans une perspective géopolitique, en connaissant les états-puissance dont on a parlé, les états fictifs, mais aussi les menaces asymétriques. Et donc à ce titre-là, eh bien, si vous voulez plus de renseignements, vous les trouverez juste derrière vous, là, au stand du ministère des Armées, et en particulier au stand de la direction du renseignement militaire. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement vous dire que les défis qui sont devant nous, c'est les défis qui sont devant vous, c'est-à-dire les défis de notre société face au monde numérique, qui peut permettre beaucoup de choses et qui peut permettre aussi beaucoup de menaces. Évidemment, avec l'ensemble de l'information, vous voyez bien que le défi, c'est celui du traitement de l'information de masse. Et c'est là où l'homme ne remplacera jamais la machine. Vos savoir-faire, tout ce que vous avez démontré pendant ces 24 heures, montre que l'homme, il est irremplaçable et il va lui-même aller dans l'océan de la donnée, attraper les données clés pour pouvoir assez rapidement donner des estimations aux décideurs politiques pour qu'ils aient, eux, la vérité. Parce que vous savez comme moi que dans le monde numérique, la vérité, on peut la modifier et la faire mentir tous les jours. Voilà. Si vous avez des questions, je suis disponible. Et sinon, on se dit à tout à l'heure pour la remise des prix. Je voudrais encore féliciter à la fois les organisateurs, ceux qui ont bâti le scénario, et vous tous, qui avez été, de ce que j'ai compris, je vous ai vu hier soir. Je ne suis pas resté avec vous parce que je suis retourné vers cette fameuse ville de Senlis. Mais pour vous voir là, et on m'a dit que ça avait été un bel exercice et je crois que ça vous a plu. Voilà. À tout à l'heure.